6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. Oh, c'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Je veux savoir ce que je vois. Il doit y avoir une explication. Qu'est-ce qu'il se passe? Dans cet épisode, un homme agit comme un robot indestructible. Il fonce sur la voiture comme une machine. Une force mystérieuse attaque des touristes en mer. Les gens sur ce bateau ne s'attendaient pas à vivre ce qu'ils ont vécu. Et une entité lumineuse sème la terreur sur une route déserte. Est-ce qu'elle utilise cette lumière pour éclairer? Ou est-ce qu'elle attire sa proie? Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Ça, c'est de l'explosion. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Dans cette séquence, une caméra filme une silhouette humanoïde entièrement nue faisant preuve d'une résistance surhumaine. Il s'est jeté de tout son poids sur cette fenêtre. N'importe qui serait sans doute mort. Insensible à la douleur, l'homme semble déterminé à tout détruire sur son passage. Il fait des choses totalement suicidaires. C'est Terminator. Rien ne l'arrête. Nous sommes le 7 mars 2015 à Los Angeles, une ville célèbre pour son climat méditerranéen et ses stars de cinéma. Mais tandis que le soleil se couche, une banlieue paisible est sur le point de vivre un événement qui semble tout droit sorti d'un film d'action hollywoodien. On vit ici depuis 20 ans. Il se passe des petites choses de temps en temps, mais rien de comparable. Ce soir-là, Charlie Barnes et sa femme rentrent chez eux après avoir passé la soirée chez des amis. On est rentré vers 23 h. On allait se coucher. 5 minutes plus tard, quelqu'un frappe à la porte et nous dit que notre voiture a été percutée. Là, j'ai vu ma voisine. Elle avait l'air secouée, alors je lui ai demandé si c'était elle qui était rentrée dans ma voiture et elle m'a répondu « Non, c'est pas moi, c'est un homme tout nu ». Je ne la croyais pas, alors j'ai voulu vérifier sur les vidéos. Charlie Barnes est abasourdi par ce qu'il voit sur les images. Un homme nu se lance sur la vitre arrière de sa voiture. On était sidérés. Il fonce sur la voiture comme une machine. L'homme rebondit sur le sol après avoir reçu un coup qui aurait dû l'assommer. Mais il se relève. Visiblement, rien ne peut l'arrêter. La voisine tente désespérément d'échapper à l'homme incontrôlable. Mais le mystérieux assaillant décide de s'en prendre à elle. Il saute sur la voiture comme s'il en redemandait. Ma voisine était terrifiée. Elle a démarré en trombe, elle a percuté ma voiture. L'homme est projeté à grande vitesse et heurte le sol de façon extrêmement violente. Comment peut-il se relever? Après tout ça, il arrivait encore à courir normalement. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme ordinaire serait capable de faire. Greg Solgit est expert en physiologie et en sciences biomédicales. Il a mis au point une expérience pour vérifier si un être humain pourrait se relever de ce genre d'accident sans subir de graves blessures. Est-ce qu'il s'agit d'un être humain comme vous et moi? C'est ce que je veux découvrir. Le biologiste ne va pas se lancer lui-même sur la voiture. Il a prévu une doublure. Newton a à peu près la même corpulence que l'homme de la vidéo. Je vais le suspendre à une corde par un harnais. Je vais le lâcher en direction de la vitre arrière et on va voir comment il s'en sort. On l'accroche. Greg Solgit a calculé la force d'impact vue dans la vidéo de surveillance. L'homme court à environ 18 km/h lorsqu'il percute la voiture. C'est à peu près l'équivalent de notre mannequin suspendu à 5 mètres de hauteur et incliné à 45 degrés, c'est-à-dire par là. Il devrait traverser la vitre
mais seulement parce qu'il a la tête dure et le cou rigide. Newton devrait briser la vitre arrière à la façon d'une masse. Mais quels dégâts va subir le mannequin? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. La tête du mannequin percute la vitre à une force de 2187 newtons, l'équivalent d'un gorille mâle adulte s'asseyant sur la tête d'un homme. C'est également à peu près la force nécessaire pour écraser un crâne humain adulte. Mais étonnamment, ce n'est pas suffisant pour briser la vitre. L'homme sur les images doit avoir percuté la voiture de Charlie Barnes avec encore plus de force. Greg Solgit ne trouve pas d'explication rationnelle. Je ne sais pas comment cet homme a pu se relever. L'assaillant pourrait faire penser à un androïde envoyé du futur, mais Charlie Barnes a trouvé des indices prouvant qu'il ne s'agit pas d'une machine indestructible. Il y avait de la peau et du sang sur la vitre, et même un bout de doigt. L'auteur Heidi Hollis cherche des indices dans la vidéo. Elle se demande si l'incroyable résistance de cet homme ne viendrait pas du fait qu'il se trouvait dans un état second. Quand j'ai vu cet homme foncer tout nu sur cette voiture, je me suis demandé s'il n'avait pas été zombifié. Les morts-vivants envahissent les films hollywoodiens depuis des décennies. Mais l'origine des zombies provient de la religion vaudou. Dans de nombreuses cultures où le vaudou est dominant, c'est une pratique courante. Les fidèles sont persuadés que les prêtres vaudous peuvent zombifier quelqu'un à l'aide d'un puissant cocktail de poison et de drogue. Un zombie sous l'emprise de ces drogues est incapable de désobéir à un ordre qu'on lui donne. Un zombie peut vous attaquer parce que si son maître lui dit de s'en prendre à vous, il le fera. Et il ne s'arrêtera que lorsque son maître lui en aura donné l'ordre. Le physicien Michio Kaku se demande s'il est possible d'utiliser la science pour créer un zombie technologique. Serait-il possible de pirater la moelle épinière et le corps humain, de sorte que les mouvements soient effectués en appuyant sur un bouton? En théorie, oui. Dans les années 60, Juan Delgado, un professeur de l'université de Yale, a réussi à contrôler un taureau à distance. En implantant des électrodes dans le cerveau de l'animal, il pouvait le faire charger ou s'arrêter en appuyant sur un bouton. Ces résultats avaient de telles implications que les recherches ont été abandonnées. Mais d'autres axes de recherche consistant à envoyer des impulsions électriques dans les muscles ont conduit à des avancées extraordinaires dans le domaine du body hacking. Comment les muscles fonctionnent? Ce sont des signaux électriques provenant du cerveau qui contrôlent les muscles. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on peut contourner le cerveau. Que se passe-t-il si quelqu'un utilise cette technologie sans votre autorisation? Vous devenez une marionnette piégée dans votre propre corps. Ça fait peur, non? Quelqu'un pourrait prendre le contrôle de votre corps et vous seriez impuissant. L'homme de la vidéo aurait-il été victime d'un piratage? S'agit-il d'un zombie technologique contrôlé par une personne malveillante? Une marionnette incapable d'empêcher son corps de se faire pulvériser? L'expert en analyse d'images Connor McCourt examine la vidéo à la recherche d'indices prouvant que ce type de technologie a pu être utilisé. On a voulu vérifier l'hypothèse du body hacking. Donc on a fait des captures de la scène et on les a alignées. Que voit-on ici? Qu'il est tout nu. On verrait les électrodes. Il n'y a nulle part où cacher un tel dispositif. Donc ce n'est pas ça. Le professeur de biologie Leslie Samuel cherche à déterminer si un dangereux agent biologique pourrait expliquer le carnage qu'il voit sur les images. Pourrait-il être infecté par un parasite? Et cela pourrait-il être la cause de son comportement? Un parasite répandu, connu pour modifier le comportement de son hôte, est le Toxoplasma gondii, un protozoaire unicellulaire responsable d'une infection appelée toxoplasmose. Le comportement dangereux causé par la toxoplasmose se produit parce que le parasite s'est développé littéralement grâce à un jeu du chat et de la souris. Le parasite vit à l'intérieur des chats et se propage à travers leur déjection.
Mais il a évolué pour cibler précisément les proies des chats, comme les rats et les souris. Le parasite modifie le comportement des rats de façon à les rendre intrépides et même imprudents. Les rongeurs infectés ont ainsi moins peur des chats et n'évitent plus l'odeur de leur urine. L'hôte adopte un comportement suicidaire en se jetant dans la gueule du loup. Et c'est exactement ce que veut le Toxoplasma gondii. Quand le rat est mangé par le chat, le parasite retourne là où il veut être, à l'intérieur du chat. Mais ce n'est pas l'aspect le plus effrayant, car le parasite n'infecte pas seulement les rats, il infecte aussi les humains. À suivre. Un objet terrifiant menace une ville. Il y a des choses dans le ciel qui peuvent nous tuer à tout moment. Une voiture avance et recule toute seule sur une côte. C'est l'une des forces les plus dévastatrices qu'on puisse imaginer. Et cet homme est-il contrôlé par un parasite qui modifie son comportement? Il donne ce désir d'agressivité, de violence. Je me sentais impressionnée par cet homme-là. On fait face à un imposteur, on fait face à un charlatan. On a trouvé ça un peu bizarre. C'est un autre niveau de mensonge. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Un homme nu semble déterminé à tout saccager dans une banlieue de Los Angeles. Des spécialistes cherchent à savoir s'il a été infecté par le parasite responsable de la toxoplasmose, une maladie qui peut engendrer un comportement suicidaire. Des études ont montré qu'environ un quart de la population mondiale est infectée. La toxoplasmose entraîne la formation de kystes dans le cerveau humain. Celle-ci peut altérer la personnalité de l'individu infecté, le rendant plus enclin à adopter un comportement à risque et déclencher des troubles tels que l'agressivité, la schizophrénie ou les idées suicidaires. Beaucoup de gens sont porteurs sans le savoir. Mais le journaliste scientifique Jeff Wise pense que ce comportement est trop extrême, même pour quelqu'un souffrant de toxoplasmose. Les parasites qui affectent le comportement le font de sorte à en tirer parti. Ici, ça ne semble pas être le cas, puisque l'hôte est seulement en train de s'autodétruire. Si c'est un parasite, il n'y gagne rien. L'analyste militaire Carlo Munoz visionne les images. Le comportement de l'homme incontrôlable lui évoque une réalité qu'il connaît bien, les programmes de super soldats. Les armées du monde entier dépensent des milliards pour tenter d'améliorer chaque pièce de leur arsenal, y compris leurs soldats. Et une des façons de le faire, c'est de les droguer. Un cocktail de drogue puissante permet aux combattants de repousser les limites humaines, comme briser une vitre de voiture avec leur tête. De nombreuses substances ont été développées en Allemagne nazie. Une des drogues que les commandants donnaient à leurs hommes pendant la Seconde Guerre mondiale s'appelait la D9. Elle augmentait considérablement leurs performances et les transformait en super soldats. Depuis quelques années, la course aux armements se poursuit avec des groupes terroristes qui fournissent à leurs combattants des drogues non réglementées. Ils utilisent un stupéfiant appelé Captagon, qui en fait des machines à tuer. Facilement produite et hautement addictive, cette drogue alimente la guerre civile syrienne. Des groupes comme l'État islamique l'utilisent pour s'assurer que les kamikazes accomplissent leur mission. Une fois consommé, le Captagon donne cette sensation d'euphorie, mais aussi ce désir d'agressivité, de violence. Ce qui fait peur ici, c'est que cet homme est aux États-Unis et qu'il fait ça dans un quartier résidentiel. Et quiconque a déjà eu affaire à ces soldats dopés sait que presque rien ne peut les arrêter. S'il est sous l'emprise de ce type de drogue, cet homme est un Terminator humain. L'homme a finalement été arrêté par la police, et il est probable qu'une substance non déterminée soit bel et bien à l'origine de sa folie destructrice. Pour un seul homme, il a fait de sacrés dégâts, pourvu qu'il ne revienne pas. Tout de suite, dans un cimetière du Michigan, une voiture est poussée en marche arrière en haut d'une côte. Qu'est-ce qui se passe? C'est incompréhensible. Les experts tentent de comprendre ce qui a pris le contrôle du véhicule. Les lois de la pesanteur ont-elles changé? Ou est-ce une tentative de communication? Ça pourrait être un esprit.
Juin 2013, Détroit dans le Michigan. Dans la banlieue paisible de Farmington, aucun endroit n'est plus calme que le cimetière Oakwood. Lonnie Williams décide de s'y rendre. Il s'arrête au pied d'une côte et se met au point mort. C'est alors que l'incroyable se produit. La voiture monte la côte en marche arrière. Une force semble la tirer. C'est dingue. Et chose encore plus étrange, elle est repoussée dans l'autre sens. Elle s'arrête au niveau de cet arbre et repart en marche avant. Puis elle remonte à nouveau, comme si elle était déplacée par une main invisible. Je ne touche pas les pédales et je suis toujours au point mort. C'est incompréhensible. Dérouté, Lonnie Williams retourne au cimetière à plusieurs reprises. C'est par ici. Et le même mystérieux phénomène se produit à chaque fois. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est systématique. On voit ici une force déplacer la voiture d'abord dans un sens, puis dans l'autre. C'est ça le plus étrange. Je ne comprends pas. Comme si elle avait une volonté propre. La journaliste Mally Fox étudie les éléments sonores et entend quelque chose d'inquiétant. Quand on écoute attentivement, on dirait que quelqu'un dit Sarah. Franchement, ça fait froid dans le dos. Je suis allé jeter un coup d'œil et j'ai trouvé plusieurs tombes avec le prénom Sarah. C'est vraiment bizarre. Certains pensent que les esprits peuvent faire bouger des objets sans les toucher. C'est ce qu'on appelle la psychokinésie. Est-ce un esprit qui pousse la voiture pour s'éloigner du cimetière? Peut-être que cet homme n'est pas le bienvenu? À suivre. Une mystérieuse créature lumineuse rôde sur l'autoroute panaméricaine. Ces organismes utilisent la lumière pour attirer leur proie. Les passagers d'un bateau sont attaqués par une force violente provenant des profondeurs. Ces gens sont en grand danger. Et dans la demeure des morts, un phénomène effrayant perturbe les vivants. Vous croyez faire une chose, et pourtant, il se passe autre chose. J'ai pas tué personne. L'accusé de meurtre, c'était pas lui. Ils ont triché sur toute la ligne. C'est une preuve qui a été manipulée. Il y a eu de la magouille, c'est épouvantable. C'est pas moi. Colosse Plamondon, vendredi 21h, à Canal D. Dans un cimetière de Détroit, une voiture est possédée par une force mystérieuse qui la fait avancer puis reculer sur une côte. Je ne comprends pas. La planétologue Cyan Proctor tente de déterminer si les images révèlent une anomalie dans les lois de la physique. Normalement, ce qui descend reste en bas. Mais ici, la voiture descend puis remonte. Ce n'est pas normal. Depuis que Newton a vu une pomme tomber d'un arbre, les hommes pensent avoir compris le fonctionnement de la pesanteur. C'est la force qui nous permet de rester ancrés à la Terre. Mais une récente mission de la NASA a mis au jour un phénomène déroutant. Une découverte intéressante est que la pesanteur dans la baie d'Hudson, au Canada, est moins forte. Nous voyons la pesanteur comme une force constante. L'idée qu'elle soit plus faible à certains endroits est une perspective inquiétante. Ça ne veut pas dire que les gens flottent dans cette région du Canada. La pesanteur fonctionne toujours, mais elle est légèrement moins forte. Le journaliste scientifique Jeff Wise cherche à savoir quel phénomène pourrait avoir un effet aussi puissant sur la pesanteur dans le cimetière. Pour obtenir une telle force gravitationnelle, il faudrait que ce soit un objet extrêmement compact, une sorte de trou noir microscopique. L'idée d'un trou noir microscopique dans un cimetière peut sembler totalement insensée, mais cela ne défie pas les lois de la physique. Les minuscules trous noirs sont tellement compacts que rien ne peut leur échapper, pas même la lumière. L'idée d'un micro-trou noir est assez terrifiante. C'est l'une des forces les plus dévastatrices qu'on puisse imaginer. Le physicien théoricien Michio Kaku s'est penché sur le travail des scientifiques qui étudient actuellement les trous noirs microscopiques. À Genève, nous avons le grand collisionneur de Hadron, le plus puissant accélérateur de particules au monde. L'une de leurs expériences consiste à créer des mini-trous noirs.
Les trous noirs créés par le grand collisionneur de Hadron sont instables et existent pendant une fraction de seconde. Mais des trous noirs microscopiques qui se forment naturellement dans la galaxie sont bien plus stables et beaucoup plus destructeurs. Mais Michio Kaku a calculé qu'un trou noir microscopique stable, dans ce cimetière, nous anéantirait tous. Un mini trou noir pourrait déplacer une voiture, mais il faut bien comprendre que même le plus petit des trous noirs serait suffisant pour avaler la Terre. Le physicien visionne à nouveau les images. Il se demande si la forme de la côte pourrait affecter la perception du témoin Lonnie Williams. Comment le cerveau sait ce qui est en haut, en bas, à gauche, à droite? Grâce à l'horizon, à des poteaux, des points de référence. Et si vous déplacez ces points de référence, vous pouvez duper le cerveau. Par exemple, ce jeune garçon est-il aussi grand que cet adulte? Combien de chiens sont présents sur ces images? Et cette côte est-elle réellement ce qu'elle semble être? Cyan Proctor pense qu'il pourrait s'agir d'un phénomène connu sous le nom de côte magnétique. Quand on regarde les pierres tombales et les arbres sur la vidéo, on remarque qu'ils penchent d'une certaine façon, et cela induit nos sens en erreur. Lorsque nous sommes sur une côte magnétique, le paysage qui nous entoure nous donne l'illusion que nous sommes sur une pente descendante. Mais si nous pouvions regarder la côte sous un autre angle, nous verrions que nous sommes en réalité sur une pente ascendante. Vous croyez faire une chose, et pourtant, il se passe autre chose. Et tout à coup, vous défiez les lois de la pesanteur. Mais s'il s'agit d'une côte magnétique, pourquoi la voiture va-t-elle dans deux directions opposées? Elle repart en avant. Et d'où vient la voix dans la voiture? Lonnie Williams ne croit pas qu'une force naturelle perturbe ses sens. Une illusion d'optique? Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la réponse. Pour moi, ça reste un mystère. Tout de suite, un mystérieux piéton traverse la route panaméricaine. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'essaierai pas de m'en approcher. Un homme courageux avance vers cet être menaçant pour le filmer. La créature luit, et elle a une forme étrange. Pourrait-il s'agir d'une créature bioluminescente inconnue? Est-ce qu'elle utilise cette lumière pour éclairer? Ou est-ce qu'elle attire sa proie? Nous sommes en août 2016 sur l'autoroute panaméricaine. Cet axe qui s'étend de l'Alaska à l'Argentine sur plus de 30 000 km est la plus longue route du monde. Cette nuit-là, sur une portion déserte de la route au Pérou, un groupe d'amis aperçoit une étrange silhouette. Vas-y, filme. Il y a un truc, c'est flippant. Calme-toi. Le groupe filme anxieusement cette mystérieuse entité. Elle peut être dangereuse. La créature semble les observer avec des yeux brillants. On dirait une méduse qui marche. Puis elle s'éloigne en glissant dans l'obscurité. Les experts sont abasourdis. De quoi est-elle capable? Je n'irai sûrement pas la suivre. Le spécialiste en analyse d'images Ben Radford examine la vidéo à la recherche d'indices qui lui permettraient d'identifier cette mystérieuse entité. La silhouette change. Parfois, on dirait qu'elle a des jambes, parfois des tentacules. À un moment, elle flotte dans l'air. Et ensuite, elle a l'air de marcher. Elle fait plein de choses différentes, donc ça rend le mystère d'autant plus difficile à résoudre. À suivre, un objet effrayant survole la Sibérie. C'est inquiétant parce que ça marquerait le début de la Troisième Guerre mondiale. Des amateurs de sensations fortes s'approchent trop près d'une terreur des profondeurs. Ils sont en danger. Ça devient une question de survie. Et ces jeunes Péruviens sont-ils face à un prédateur inconnu? Ces gens devraient avoir peur.
Suivez les histoires saisissantes de gens ayant survécu à l'impossible. Je suis tombé sur du béton. Mon corps était tout brûlé. Et les lumières se sont éteintes. Tu étais mort. J'ai frôlé la mort. Mardi 21h, à Canal D. Un groupe d'amis s'approche d'une étrange entité au bord d'une autoroute péruvienne. Un métamorphe luminescent qui semble défier toute logique. La biologiste Dani Washington étudie les images. Selon elle, la lumière bleue pourrait indiquer qu'il s'agit d'une sorte d'animal. Dans cette vidéo, la créature est lumineuse, ce qui évoque la bioluminescence. La lumière fantomatique émise par des organismes bioluminescents est générée par deux composés chimiques produits naturellement. Ces substances sont la luciférase et la luciférine. Et lorsque les deux s'associent, la réaction produit de la lumière. La bioluminescence est un phénomène courant dans les océans, notamment chez les calamars, les petits vers et les dinophytes, des organismes unicellulaires qui vivent près des côtes. Mais elle peut aussi être observée sur Terre. Pour la plupart des Américains, l'exemple le plus connu de bioluminescence est la luciole. Les lucioles utilisent leur lueur pour attirer un partenaire. Mais une autre créature terrestre bioluminescente, le ver luisant, utilise sa lumière à des fins plus sinistres. Ces organismes utilisent leur lumière pour attirer leur proie. Il est recouvert d'une sorte de mucus collant. Les insectes s'approchent, le touchent, se retrouvent pris au piège, et le ver luisant obtient son dîner. Chaque jour au Pérou, 2 personnes en moyenne disparaissent mystérieusement. Les Péruviens pensent que la luz mala, une entité lumineuse malveillante, pourrait être responsable de ces disparitions. Quand on voit cette étrange créature qui émet cette lumière bleue, on se demande forcément, est-ce qu'elle utilise cette lumière pour éclairer ou est-ce qu'elle attire sa proie? Ben Radford analyse la lumière bleue. Il remarque un détail qui remet en question la théorie de la bioluminescence. Dans la vidéo, on a l'impression que l'entité émet cette étrange lumière bleue. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'elle éclaire le sol ou les arbres alentours? La réponse est non. Ça veut dire que c'est une lumière réfléchie, pas une lumière émise. Ce qui signifie que la surface de l'entité est forcément brillante. Le physicien Grant Den examine la vidéo. Il a une théorie qui pourrait expliquer la nature réfléchissante de la mystérieuse entité. Ça pourrait être un robot ou une sorte de drone. Il a l'air de planer lentement au-dessus du sol. Et il y a beaucoup de drones qui font ça. Le journaliste scientifique Brian Mallow a étudié les dernières avancées en robotique et pense avoir trouvé une explication à l'étrange silhouette tentaculaire de l'objet. Le biomimétisme est très courant dans la conception des robots. On crée des robots qui imitent de vraies créatures. Il existe des robots, comme le Big Dog, qui marche à 4 pattes. Il y en a qui essaient de voler, comme un colibri, ou de ramper comme un serpent. Et il y a bien sûr des robots poissons, et même des robots méduses. Et ici, l'objet ressemble à une méduse. En 2017, l'US Navy a annoncé qu'elle travaillait avec l'Institut de technologie du Massachusetts pour développer un robot nageur de la forme d'une méduse. Il n'était pas actionné comme la plupart des robots par des moteurs et des mécanismes. Il était fait d'une substance gélatineuse avec des bras flexibles et pouvait attraper des poissons avec ses tentacules robotisés. Un robot plus grand pourrait sûrement attraper un objet de la taille d'un homme. Le robot Méduse ne se limite pas aux environnements aquatiques. Un prototype capable de planer et de se déplacer dans l'air a déjà été développé. Ces robots méduses se déplacent à peu près de la même façon que ceux qu'on voit sur la vidéo. L'expert en technologie militaire Carlo Munoz se demande comment une machine aussi perfectionnée aurait pu se retrouver sur cette route isolée. Est-ce un nouveau drone qui s'est perdu en route ou une sorte de prototype qui a déraillé? Un robot endommagé ou défaillant pourrait se comporter de façon imprévisible, voire dangereuse. Ces gens devraient avoir peur. Mais l'ingénieur Lisa Lazarek-Assunta remarque un détail qui remet en cause la théorie du robot.
Dans la vidéo, on dirait que l'objet est percuté par un camion. Il devrait être pulvérisé, et pourtant, il est intact. Les experts sont incapables de dire avec certitude ce que le groupe d'amis a aperçu sur cette portion de route. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il veut? À leur place, je prendrai mes jambes à mon cou. Tout de suite, une sphère inquiétante apparaît dans le ciel sibérien. Qu'est-ce qui survole la Russie? Un faisceau lumineux semble se diriger vers la Terre. On dirait une arme qui tire sur la Terre. Les habitants craignent d'être frappés par une attaque dévastatrice venant du ciel. Faut qu'on s'en aille. Il y a des choses dans le ciel qui peuvent nous tuer à tout moment. 17 novembre 2015, Omsk. La 7e plus grande ville de Russie est surnommée le Chicago de la Sibérie. Ces dernières années, la plus grande menace pour les habitants de la ville a été le froid intense de l'hiver sibérien, avec des températures pouvant chuter jusqu'à moins 35 degrés. Jusqu'à ce qu'un événement terrifiant vienne briser la tranquillité d'une soirée ordinaire. Regarde, regarde! Une sorte de grand nuage circulaire avec une sphère sombre au centre apparaît dans le ciel. Un faisceau lumineux pointe vers la Terre. Ça vient vers nous. Faut qu'on s'en aille. Et tout à coup, l'objet lumineux se disperse dans une immense boule de vapeur, comme s'il avait été violemment détruit. C'est dingue. De nombreuses caméras filment ce phénomène troublant qui laisse les habitants effrayés et les experts stupéfaits. Comment savoir ce que c'est? Et le lieu de l'événement conduit à de sombres conclusions quant à la nature du phénomène. Est-ce un programme d'armement secret? La journaliste d'investigation Linda Zimmerman analyse les images. Elle se demande si cette étrange anomalie pourrait être la preuve d'un conflit survenant bien au-dessus de nous. Ça ressemble à une arme basée dans l'espace et ensuite quelque chose qui la neutralise. Cet étrange événement pourrait-il être un système de défense spatiale, un impact sur une sorte de bouclier énergétique? Si vous voulez rester dissuasif, si vous voulez pouvoir vous défendre ou attaquer, vous devez passer au niveau supérieur, c'est-à-dire l'espace. Cela peut faire penser à de la science-fiction, mais l'espace est désormais la nouvelle frontière dans les conflits mondiaux. When it comes to defending America, it is not enough to merely have an American presence in space. We must have American dominance in space. To establish a space force as the 6th branch of the armed forces. L'annonce du président des États-Unis augmente l'éventualité d'un affrontement orbital entre les États-Unis, la Russie et la Chine. L'espace offre une position de supériorité. Les superpuissances veulent avoir des atouts opérationnels dans l'espace. L'experte en aérospatiale Marna Kaigel se renseigne sur l'existence de véhicules spatiaux qui pourraient être prêts au combat. Le X-37B est un aéronef sans équipage. Il ressemble à une petite navette spatiale. Le X-37B est un véhicule autonome révolutionnaire développé par l'US Air Force. Il a la capacité de rester en orbite pendant de longues périodes. On sait qu'il va dans l'espace, mais on ne sait pas ce qu'il y fait. En théorie, il pourrait transporter toutes sortes de charges utiles, quel que soit l'objectif de l'armée. Le planétologue Dan Durda pense que les Russes développent probablement leur propre arme spatiale. On se doute que des véhicules doivent être testés en secret, car ils ne veulent évidemment pas dévoiler leur arsenal à leurs ennemis potentiels. Omsk abrite un centre secret de recherche et développement spatial. C'est aussi l'une des villes russes les plus proches des bases de lancement de la fusée Soyouz au Kazakhstan. Les conséquences potentielles d'un affrontement orbital entre des vaisseaux russes et américains est une perspective effrayante. C'est inquiétant, parce que ça marquerait le début de la Troisième Guerre mondiale. À suivre, des touristes font un voyage en enfer. Ils ne se croient pas du tout en danger. Et des habitants d'une ville sibérienne pensent assister à un combat spatial. Si c'est de nature militaire, c'est très dangereux pour la population.
dans l'immensité du monde. Les enjeux sont nombreux. Pour tout comprendre, DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Des habitants de la ville d'Omsk en Russie craignent d'assister à un conflit qui a éclaté dans l'espace. C'est dingue. L'experte en aérospatiale Marna Kegel analyse les images. Elle pense que la perspective d'un affrontement orbital est peu probable au regard de la taille de cet étrange objet. Même si on imaginait deux vaisseaux spatiaux en train de s'affronter, ça n'expliquerait pas vraiment ce que l'on voit ici. Pour qu'il soit aussi lumineux, ce phénomène doit se produire dans l'atmosphère, pas en orbite. Donc je ne pense pas que ce soit la bonne explication. Dan Dorda pense qu'une autre technologie spatiale pourrait expliquer ce mystérieux événement atmosphérique. Ça ressemble à un lancement de missile. Lorsqu'un étage de missile se sépare d'un autre, très souvent, le carburant restant dans les réservoirs est évacué par les soupapes du moteur, ce qui peut créer des phénomènes visuels intéressants. Sur les images, le moment de la séparation semble évident. La zone lumineuse disparaît lorsque les moteurs du missile s'éteignent. Et le cercle de vapeur qui s'étend correspond à l'évacuation du reste de carburant lorsque l'étage suivant se détache. Mais Linda Zimmerman remarque que la trajectoire du phénomène est contraire à ceux que l'on s'attend à voir dans un tir de missile. Je dirais que c'est un tir, sauf qu'il ne va pas vers le haut, il va vers le bas. Il se dirige vers la surface. L'objet pointe vers le bas, ce qui signifie que, quelle que soit la charge qu'il transporte, celle-ci est lancée vers le sol. Si c'est de nature militaire, c'est très dangereux pour la population. Les missiles balistiques intercontinentaux sont testés. Leur trajectoire est bien définie. Mais dans le cas présent, la trajectoire n'est pas habituelle. Il pourrait s'agir d'une nouvelle aptitude ou bien d'un nouveau type d'arme. La mise à l'essai d'une nouvelle sorte de missile nucléaire soulève des inquiétudes quant aux tensions croissantes entre la Russie et l'Occident. À l'évidence, ça vient de l'armée russe, donc je ne suis pas surprise que les gens ne soient au courant de rien et que ça les inquiète. À suivre, les passagers d'un bateau sont attaqués par une force dévastatrice. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça peut être fatal. Tout de suite, les passagers d'un bateau sont fascinés par un spectacle étrange. Ils ne se croient pas du tout en danger. Une mystérieuse lumière rouge perce l'obscurité. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et tout à coup, boum! Les gens sur ce bateau ne s'attendaient pas à vivre ce qu'ils ont vécu. L'océan Pacifique, d'une largeur maximale de 19 000 km et d'une profondeur de plus de 10 000 mètres à certains endroits, ces fonds marins sont parmi les plus inexplorés de la planète. 16 juillet 2018, les passagers à bord d'un navire sont subjugués par un mystérieux spectacle. C'est à la fois dément et beau. Une épaisse fumée recouvre la surface de l'eau, éclairée par une étrange lueur rouge. La mer est en feu. Quand soudain, ils sont en danger. Ça devient une question de survie. Le scientifique Greg Sulgit tente de découvrir si le phénomène pourrait être lié à un mystérieux cimetière de bateaux dans le Pacifique. Vous connaissez le triangle des Bermudes, mais il y a un équivalent dans l'océan Pacifique où les bateaux ont plus de risques de couler. Beaucoup de marins en ont peur. Surnommée la mer du diable ou le triangle du dragon, cette zone marine s'est forgée une sombre réputation au fil des siècles. En 2016, 34 navires ont sombré dans le triangle du dragon, ce qui représente près de 40% des bateaux disparus autour du monde cette année-là. Selon Greg Sulgit, un phénomène océanique rare et destructeur pourrait expliquer ces mystérieuses disparitions.
Il y a souvent des émissions de méthane qui proviennent du fond de l'océan et qui forment des bulles. Quand elles arrivent à la surface, la mer bout littéralement. Si un navire passe au-dessus, il ne peut plus flotter. Il est englouti et il peut sombrer en quelques secondes. Si c'est ce qui se passe ici, ces gens sont en grand danger. L'ingénieur Lisa Lazarek-Assunta se penche sur l'endroit où la scène a été filmée et constate un problème avec la théorie de la mer du diable. La mer du Diable est la zone qui s'étend sur 1200 km entre la côte est du Japon et l'île d'Iwo Jima. Mais cette scène se déroule de l'autre côté du Pacifique, près d'Hawaï. Donc ce n'est pas ça. La planétologue Cyan Proctor pense savoir à quoi correspond l'étrange lueur rouge. Toute cette vapeur générée et cette couleur rougeoyante me font immédiatement penser à une coulée de lave qui se répand dans l'océan. Le lieu de l'incident corrobore cette théorie. Les îles hawaïennes sont un parfait exemple de terres qui ont été créées par le feu. Hawaï continue de se former et abrite le plus célèbre volcan actif au monde, le Kilauea. Le Kilauea est régulièrement en éruption depuis 30 ans. Et parfois, les coulées de lave tombent dans l'océan. C'est un événement spectaculaire à regarder. Et le Kilauea est à l'origine d'un étrange phénomène. Les violences des dernières éruptions a projeté des milliers de pierres fines vertes appelées olivines. Plus dures que du verre, ces magnifiques gemmes bombardent l'île telle une pluie de météorites et les grosses pierres peuvent présenter un danger pour les passants. Mais ça n'explique pas pourquoi tout devient subitement noir. Et d'où vient cette explosion? Cyan Proctor pense qu'il s'agit d'un événement volcanique rare et extrêmement destructeur. On est dans une situation où les gaz peuvent s'accumuler. Et c'est ce qu'on voit, une véritable bombe volcanique qui explose devant ces gens. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça peut être fatal. La bombe volcanique a explosé juste à côté du bateau, projetant de la vapeur et de la roche fondue. 23 personnes ont été blessées et l'une d'elles a eu le fémur fracturé. Imaginez qu'ils aient été encore plus près, ou que la lave ait percé la coque du bateau. Ils auraient coulé dans de l'eau bouillante. Ils ont de la chance d'avoir survécu.